Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de notre région. Comme tous les premiers dimanches du mois à Clermont-Ferrand, l'entrée des musées Bargouin, Lecoq et Roger Quillot est gratuite et l'opération a permis à certains musées de multiplier leur fréquentation par 10. Les détails avec Céline Pauillac et René Thévenot. Il en est passé du monde et il s'en est passé des choses au musée Roger Quillot ce dimanche. Ambiance musicale dans la salle d'exposition temporaire où 2 concerts étaient organisés en partenariat avec la coopérative de mai. Moi je suis là bien sûr pour vous aider à mieux lire cette œuvre. C'est le principe de l'œuvre de l'heure. Ambiance studieuse devant l'accouché, une huile sur toile datant du XVIe siècle, décryptée par un guide conférencier de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand. Et qui donne un petit peu d'air à cette composition. Ambiance créative enfin dans le nouvel espace marque, mode d'emploi, destiné spécialement aux enfants. On vient de dessiner la nature morte, ça change. C'est des choses que tu fais d'habitude quand tu visites un musée? Non, c'est une nouveauté. Ici, c'est une grande foire, une scène de foire, un tableau qu'on peut retrouver à l'étage et qui a été reproduit en grand format, en coloriage. Et donc, les enfants et les adultes sont amenés à faire parler chacun des personnages pour donner vie et donner un regard contemporain à cette œuvre. La gratuité associée à toutes ces animations permettent aux marques, une fois par mois, de multiplier sa fréquentation habituelle par 10 pour atteindre les 500 visiteurs. Et une bonne nouvelle pour les gourmands, la ville de Moulins et le Rotary Club ont organisé ce week-end le premier salon du chocolat de la ville. Sur 2 jours, plus de 3000 personnes étaient attendues, une vingtaine d'artisans étaient présents. L'opération a été un vif succès. Les détails avec Sébastien Quéroux et Christian Darneville. Jean-Marie Thomas est un chocolatier bourbonnais. Il nous montre comment réaliser soi-même une pâte à tartiner. Ingrédients nécessaires, du sucre, du glucose, de la crème, du beurre et évidemment du chocolat. On cherche à avoir un caramel tendre, ambre de couleur, pour avoir une pâte agréable au niveau du visuel. Le fait de se faire soi-même, on peut donner une texture différente, un peu plus crémeuse, un peu plus onctueuse, vous voyez. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de faire soi-même. Et en ayant des produits de base simples. Résultat, une pâte au chocolat moelleuse et délicieuse, de quoi exciter les papilles des gourmands et en particulier celles des enfants qui ont pu tester leur talent de maître chocolatier à travers un atelier créatif. Voilà, appuie, tu tiens un petit peu appuyé. Là tu peux lâcher, je pense que c'est bien. L'objectif, c'est leur donner la possibilité de toucher le chocolat, de se rendre compte qu'en le chauffant, le chocolat il va coller. Donc en collant ces différents éléments, ils vont réaliser une petite œuvre, une petite composition à leur façon. Et c'est vrai que nous avons eu depuis hier des réalisations intéressantes d'un point de vue artistique. Et qui sait, peut-être qu'un jour ces enfants pourront réaliser de merveilleuses structures en chocolat comme celle-ci, confectionnées par des apprentis pâtissiers locaux. Pour cette première édition, le salon a remporté un vif succès. 100% des bénéfices seront reversés à l'hôpital de Moulins afin de pouvoir accueillir les parents d'enfants hospitalisés dans l'urgence. Direction à présent la zone nordique du Mégale en Haute-Loire pour une randonnée nocturne en raquette. La 15e édition de ce rendez-vous original a eu lieu hier soir et vous allez le voir, les conditions étaient idéales. Les détails avec Mathias Julien et Bruno Lebray. La nuit tombe sur les paysages immaculés du Mégale. Pour ces randonneurs en raquette, c'est l'heure des derniers réglages avant le départ. Vous êtes équipés, c'est bon, tout est là? Tout est prêt. Nickel, même la lampe. Oui, même la lampe frontale, si on en a besoin. C'est parti pour 4 km de balade à travers les bois. Une fois n'est pas coutume, les conditions sont idéales. De la neige en pagaille, un froid raisonnable, la lune et même du voyage. L'ambiance est différente, elle est magique avec toutes les petites lumières. Le blanc de la neige réverbère bien, ça fait une scène un peu particulière dans la forêt, c'est très agréable. Il y a un vin chaud derrière. À mi-parcours, les participants ont bien mérité leur petit remontant. Déjà 15 ans que les parents d'élèves de Carrière organisent de nuit cette randonnée nordique. Le bénéfice va au profit de l'association des parents d'élèves qui permet de financer les voyages
des enfants, par exemple à Paris comme l'année dernière, ou pour les sorties type piscine, type théâtre. Et chaque année, ils sont un peu plus nombreux à déambuler au clair de lune. Samedi soir, ils étaient près de 200, venus en famille ou entre amis. À l'arrivée, l'aventure vaut bien une petite photo souvenir. C'est féerique, c'est vraiment très agréable. On voit les arbres et dans la nuit c'est joli. Et le ciel aussi, et la lune. Les bois la nuit, c'est toujours quelque chose de magique. Ouais. Il y a quelque chose. Et on n'a perdu personne. Après les efforts, pour nos randonneurs, voici venue l'heure du réconfort. Au menu ce soir, c'est soupe au chou. Est-ce qu'elle est bonne? Ah bah, extra. Fais-la goûter. Ouais, vous voulez la goûter peut-être? Merci. Voilà. À l'intérieur, les premiers arrivés sont déjà passés à table. Un repas en musique, s'il vous plaît, idéal pour se réchauffer. Dans l'agenda de cette semaine à retenir, mardi, le président du groupe Michelin, Jean-Dominique Sénard, présentera en avant-première mondiale une innovation pneumatique majeure pour le marché européen. Ce sera à Genève, en Suisse. Et jeudi, quelques jours avant la journée de la femme, Pascale Boitard, la secrétaire d'État chargée des droits des femmes, sera présente à Clermont-Ferrand. Elle se rendra le matin à Michelin et sera l'après-midi au tribunal de Riom. Samedi 7, comme tous les ans pour le premier week-end de mars, nous suivrons l'ouverture de la pêche sous glace au lac du Guéry. L'événement attire tous les ans de nombreux amateurs. Nos équipes seront sur place pour ce jour-ci. Place maintenant au sport avec Jean-Luc Roussille. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal des sports que l'on va débuter par le cyclisme avec la traditionnelle, la grande classique, la vallée du Béda. Au départ, la meilleure équipe régionale, le Team Proimo Nicolas Roux. Reportage Christophe Jouvente, Olivier Martinet. Descendu du monde des pros pour redevenir amateur, Sylvain Georges avait noté cette classique auvergnate, en gros sur son agenda du style celle-là. Elle sera à moi. Et bonjour. Une envie de remettre le couvert ici. Après 2 ans sans course, donc j'espère vraiment malgré tout bien finir et que l'équipe gagne, même si intérieurement j'aimerais bien quand même aller chercher cette victoire. D'entrée, l'Auvergnat teste la concurrence et montre son dossard, en tête au passage de la première boucle du circuit qui parcourt les 6 communes de la vallée du Béda. Parmi les 150 et quelques partants, Balion, le vainqueur de l'an dernier, mais aussi une équipe de Chambéry prête à remporter le morceau. Au fil des kilomètres, un groupe de 9 coureurs se détache. Parmi eux, Nance Peters, accompagné de 2 coéquipiers de Sylvain Georges, Pereira et Fournet-Fayard. La troupe aura jusqu'à 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Et puis, 40 km avant l'arrivée, Sébastien Fournet-Fayard claque une attaque. La fin de la course, c'est lui qui nous la raconte. J'ai fait un beau petit numéro, après ça leur a bien servi derrière parce que Sylvain est rentré et après la course était plus facile parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de rouler et comme ça après Sylvain au pied de la dernière montée en fait il a réussi à sortir et aller chercher la victoire, donc je sais qu'il voilà, ça lui tenait à cœur, il voulait vraiment l'avoir cette victoire et voilà, je pense que c'est bien pour lui et ça va le motiver pour toute la saison. C'est vrai que la première semaine de compétition n'a pas été forcément évidente parce qu'il a fallu que je retrouve des automatismes et notamment au niveau de la nutrition parce que j'avais plus l'habitude de manger sur le vélo. Donc là il a fallu reprendre les bases et j'avais dit à Nicolas Roux qu'aujourd'hui j'essaierai d'être présent, chose faite, donc c'est super. C'est émouvant, il y a ma famille, il y a mes proches, tous les gens qui m'ont soutenu, donc forcément c'est fort quoi. Ouais. Allez. L'émotion de Sylvain Georges, ancien coureur de l'équipe AG2R qui participait cet après-midi à la Drôme Classique, vainqueur de l'épreuve l'an dernier. Romain Bardet, le Brivadois, a joué le rôle d'équipier de luxe. Il a roulé pour ramener son coéquipier Samuel Dumoulin dans le groupe de tête. Samuel Dumoulin, coureur de l'équipe AG2R, qui remporte cette épreuve. Le rugby avec les malheurs du 15 de France après la défaite face au Pays de Galles. Les Clermontois n'ont pas été épargnés, vous l'avez vu par les critiques et notamment le demi d'ouverture de la SM, Camille Lopez qui a manqué 2 pénalités. Des Clermontois qui paraissaient déboussolés, sans repère dans cette équipe de France comme l'ensemble de leurs partenaires. Ils jouent la peur au ventre. À l'issue du match, un seul Clermontois avait le sourire, mais il était gallois, Jonathan Davis. On revoit les images de cette défaite.
France-Galles, au Stade de France, c'était un concert attendu par le public. On pourrait dire que l'histoire démarre au pied, et le pied en rugby c'est important. La preuve, 2 pénalités de Halfpenny contre une de Lopez, ce qui va permettre aux Gallois de gagner 6-3, le premier acte. Un premier acte où la première fléchette va être envoyée par les Gallois. Dans le fermé, Faletto lance l'offensive, Davis tape à suivre, se joue alors un duel entre Williams et Dulin. On rajoute les caprices du ballon, mais heureusement la situation n'échappe pas à l'arrière tricolore. Riposte française. Les Bleus s'activent, jouent comme ils savent le faire, négocient un 4 contre 3, mais la passe en avant de Camille Lopez coupe les efforts de Johan Huget. Je pense qu'on a essayé quand même à tenter. Après, on est tombé aussi face à une belle équipe du Pays de Galles qui nous a tout simplement fermé en défense, qui est monté haut, qui est monté chercher et je pense qu'on a été fébrile là-dedans. On a voulu se rassurer après sur des coups de pied par-dessus, et je pense que c'était peut-être pas la meilleure solution par moment. Nous sommes à la 61e minute de ce match et au ras, Rhys-Webb va nous faire des misères. En 2 passes, Bigard est servi et nous fait une drôle de blague. Seul et avec une course en diagonale pour échapper à Dulin, il finit par marquer en coin. Je trouve que la défense globalement sur le match entier elle est bonne, sauf sur une action où on est un peu laxiste autour des rues, qu'on prend un essai. C'est quand même dur, mais voilà, ce qui nous caractérise en ce moment, c'est le manque d'efficacité et d'instinct du killer. Certes, cet essai va faire basculer le match en faveur de l'adversaire, mais les Bleus voient rouge. À 5 mètres de la ligne galloise, ils jouent juste collectif, et cette fois-ci, le décalage va s'avérer payant puisque Brice Dulin parvient à scorer. Mais à la fin de ce France-Galles, les Bleus s'inclinent 20-13. 3 matchs, 2 défaites. Pour l'instant, les Français ont du mal à rendre une bonne copie. Dans les vestiaires, les visages sont logiquement fermés. Et malgré tout, il faudra bien trouver une solution pour défier l'Italie. Dans sa conférence de presse ce matin, Philippe Saint-André, le sélectionneur, a reproché aux joueurs, je cite, un comportement de starlet, le staff de l'équipe de France, qui ferait peut-être bien de se demander pourquoi ces joueurs qui sont si forts en club deviennent si nuls dès qu'ils enfilent le maillot de l'équipe de France. Autre coup dur, en tout cas, la blessure de Morgan Parra, qui a quitté ses partenaires à l'heure de jeu. Morgan qui souffre du genou droit. Un ligament serait touché en attendant des examens complémentaires demain matin. On craint une indisponibilité de plusieurs semaines, voire de 3 mois. Ça serait évidemment un gros coup dur pour l'ASM. France-Galles, c'était aussi l'affiche en rugby féminin et les coéquipières de l'Auvergnate Jessie Trémoulière se sont facilement imposées sur la pelouse de Sapiac du côté de Montauban. Une transformation et 2 pénalités pour Jessie et 4 essais pour les Françaises qui sont invaincues dans ce tournoi et qui sont bien parties pour conserver leur titre et réaliser, pourquoi pas, un nouveau grand chelem. Superbe essai des Françaises et beaucoup de spectacles dans ce match. Et pour être complet, victoire aussi des moins de 20 ans sur la pelouse de Saint-Gaudens avec là aussi la présence de 4 espoirs clermontois sur la feuille de match. Succès 27-5 et 3 essais pour les Français qui sont toujours en position de remporter le tournoi. Un match relativement serré, en tout cas en première mi-temps. On écoute le pilier clermontois, Michael Simutoga, au terme de cette rencontre. On avait besoin de ce temps-là, quoi. Ça a été plutôt favorable, surtout dans le combat, quoi. Fallait d'abord jouer devant et ça nous a plutôt bien réussi, quoi. Voilà, la semaine prochaine, place au top 14 avec la réception de Bayonne pour l'ASM qui a officialisé une recrue pour la saison prochaine cette semaine. Le 3 carrel fidjien Naolo, auteur d'un bel essai vendredi soir en Super 15 avec les Highlanders. 23 ans, 1m86, 96 kg, un profil de finisseur, champion du monde junior avec les Baby Black et très prometteur en tout cas sur ce match vendredi soir de Super 15. On jouait également en Pro D2 cet après-midi avec la réception de Tarbes pour le Stade Aurillacois. Résumé de la rencontre avec Claude Bernard et Lydie Rib. Tarbes, c'est la seule équipe qui en début de saison a battu le leader Pau sur ses terres. Et s'ils ne sont classés qu'à la 12e place, les Pyrénéens possèdent un groupe costaud. Cet après-midi encore, Aurillac a pu s'en rendre compte. Il aura fallu 35 minutes de jeu pour que les Cantaliens inscrivent les premiers points de la partie. 3 petits points sur pénalité signés Petit Jean. L'ouvreur cantalien récidive à la 39e minute pour un petit 6-0 à la pause. En seconde période, il y aura cet essai de la 52e minute signé Adrien Pellissier. Mais 10 minutes plus tard, réduit à 14 suite au carton jaune de Granouillet, les Aurillacois vont subir le jeu tarbé. Essai de Poitrenaud.
Transformé, il permet à Tarbes de revenir à 11-7, un score qu'il a fallu tenir jusqu'au bout. Le spectacle n'était peut-être pas au rendez-vous, mais je pense que c'était un match quand même de très bon niveau, parce qu'il y avait beaucoup d'engagement, et il fallait jouer proprement, c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on fait une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps où il y a eu peut-être davantage de déchets dans notre jeu, de quelques ballons perdus. Mais je crois qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Tarbes, parce qu'elle a été présente dans le défi physique. Souvent, elle nous a souvent dominés d'ailleurs. Le carton jaune nous a fait mal. 4 points de la victoire pour les Aurillacois et déjà le match de Pau dans toutes les têtes. La page va se tourner, on va en profiter ce soir un petit peu. On va rester ensemble et déjà demain on va penser à Pau dimanche qui va être notre plus gros match de la saison. Ça va être un match énorme, donc on va se préparer pour. Au soir de cette 22e journée de Pro D2, Aurillac est toujours sur le podium, calé à la 5e place. Et regardez ce classement de Pro D2, Aurillac 5e effectivement, et ça promet pour ce choc face à Pau dimanche prochain, 17h au stade Jean Alric. Du hockey sur glace dans ce journal des sports avec les 8e de finale de play-off. Hier soir à la patinoire, les Sangliers Arvernes recevaient les voisins de Limoges, Christophe Jouvente et Olivier Martinet, encore eux. Le saut de la victoire pour les Taureaux de Limoges. Après 2 heures de charge, les Sangliers Arvernes ont rendu les armes. C'est des matchs de play-off, ils auraient pu très bien gagner, vous avez vu. On était bien équivalents, donc on gagne, ils sont pas chanceux. Nous on marque un but à la fin, c'est réglé. Et pourtant, tout avait commencé de manière idéale pour les Clermontois. Dès la 7e minute, ils ouvrent le score. Il ne leur reste alors plus qu'à en marquer un autre pour se qualifier. Seulement en face, Limoges a de la maîtrise et un gardien qui brise les attaques clermontoises. Si bien qu'en deuxième période, c'est Limoges qui égalise. Limoges, plus précis dans les derniers gestes, prend l'avantage. Quelques minutes plus tard. Quelque chose qui nous manque peut-être depuis le début de la saison, on a réussi devant les cages. On a des grosses occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Ça nous a pénalisé sur le premier match, ça nous pénalise aussi ce soir. En fin de partie, Clermont prendra tous les risques, sortant son gardien pour faire entrer un attaquant supplémentaire. Rien n'y fera. Clermont rajoute un palais dans la cage des Taureaux pour égaliser, qui ont juste à viser la cage désertée des Sangliers pour s'imposer. Les joueurs travaillent dur toute la saison pour gagner les matchs et tout ça, et c'est décevant, c'est sûr. C'est tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent être fiers de eux. Moi, je suis fier d'eux. Et surtout, j'ai entraîné un super groupe. L'an dernier, Clermont avait passé un tour de play-off. Cette année, le championnat s'arrête au mois de février. Demain, nous parlerons de hockey sur glace dans Match Retour avec le président des Sangliers Arvernes, Pierre Dupasquier. Un résultat de rugby avec les victoires en Fédéral 3 de Cournon et de Vichy à l'extérieur contre défaite d'Arpajon à la dernière minute. Et puis en basket, quelques jours après avoir frôlé l'exploit face à Dijon en Coupe de France, nouvelle déconvenue pour la JAB face à Avignon. Vichy battu 65-62, ça va mieux en revanche pour les volleyeuses de Chamalières qui ont battu Toulon 3-7-2. En football, le match nul du Clermont Foot face à un concurrent direct pour le maintien, Valenciennes. C'était vendredi soir au stade Montpied. Ce n'est pas faute d'avoir eu des occasions, une bonne dizaine de situations nettes, mais les Clermontois ont manqué de réalisme dans ce match. C'est le moins qu'on puisse dire. L'absence du meilleur buteur Idriss Sadi se fait cruellement sentir. Une belle occasion perdue. Clermont, qui compte 4 points d'avance sur le premier relégable, se déplace chez le leader 3 vendredi. On écoute Baptiste Martin et Corinne Diacre. Dans le contenu, je pense qu'on a fait un match plein du début à la fin et je suis pas sûr que ça nous est arrivé beaucoup cette année. Donc au niveau de l'engagement, au niveau du pressing, des occasions, de ce qu'on en a montré ce soir, je pense que c'est quand même très encourageant. Après voilà, il nous manquait une seule chose, c'est l'efficacité. Et malheureusement ce soir, elle n'était pas avec nous. Quand on voit la production du jeu, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué comme ça, quoi. C'est un petit moment qu'on n'avait vraiment pas joué comme ça. Je repense au match du Havre il y a quelques temps. C'était vraiment un autre visage du Clermont Foot ce soir. Et en plus, encore avec des remaniements. Donc, ça veut dire que je peux m'appuyer aujourd'hui sur un groupe, pas que sur un 11 de départ. Et ça, par contre, c'est positif. Les résultats en championnat de France amateur avec la belle victoire de Moulins sur la pelouse du leader Mulhouse. Match nul 10h en CFA2. Le nul aussi pour Cournon. Et la victoire d'Aurillac.
Le gros plan de ce journal des sports est consacré à une discipline en vogue, le snow scoot, dérivé du BMX sur neige. La station de Super-Besse accueillera le 14 mars prochain le Snow Scoot Tour avec la participation de plusieurs champions du monde. Une discipline, vous allez le voir, spectaculaire que je vous propose de découvrir avec ce reportage d'Olivier Martinet et d'Éric Taxil. C'est le nouveau sport à la mode dans les stations de ski. Nom de code Snow Scoot, la trottinette des neiges. Et pourtant, qui peut se vanter d'avoir un jour atteint 104 km/h avec sa trottinette? Stéphane Courtial, champion du monde de descente en 2008 et vice-champion en titre, l'avoue à demi-mot. Lui, qui vient de la moto, a retrouvé ses sensations d'antan, sur la neige cette fois. Un snow scoot, ça accélère très fort. Donc bien sûr, à bout de 17 ans d'expérience et puis avec toutes les compètes, forcément, on ose s'engager dans la pente, mais on fait quand même, on est conscient de ce qu'on fait, on décroche pas le cerveau comme on pourrait croire. On sait exactement où on se place, à quel moment. C'est pas des fous qui descendent les pistes, non. On se fait peur? Le but du jeu, des fois, c'est de chercher les limites de la machine, donc ça peut arriver qu'il y ait des grosses montées d'adrénaline. C'est ce qu'on recherche aussi, quoi. Autre champion Bessard, Nicolas Pilin, avec un palmarès qui va finir par déborder de son CV. 5 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde de freestyle. Il est aussi champion du monde en titre de border cross, lui qui, comme beaucoup d'autres, vient d'un sport à guidon, le BMX. Le snow scoot, pour moi, c'est vraiment le BMX des neiges. C'est-à-dire que ce soit dans les sauts, sur des big airs, on peut reproduire les figures du BMX sans souci. Toutes les figures sont possibles sur des sauts même plus grands qu'en BMX. Et pour ce qui est du border cross, ça se rapproche un peu de la race en BMX, donc qui est maintenant un sport olympique. Les acteurs sont chauds, restent à planter le décor. C'est à Frédéric, le shaper auvergnat, que reviendra la lourde tâche de dessiner le parcours de border cross qui désignera mi-mars à Super-Besse le vainqueur de la Coupe du Monde 2015. Dans un border cross de compétition de haut niveau, il est intéressant d'avoir des difficultés qui va permettre de partager un peu, de diviser les gens pour que le meilleur fasse la différence. C'est un peu vicieux comme métier. Un petit peu. On se fait plaisir à créer de la difficulté pour nos riders, ouais. Mais ils apprécient, ils aiment bien ça. Alors, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il faut? En fait, le tracé bien technique, c'est bien. Après, il faudra voir qu'après les vacances, on puisse recouper la sortie de virage un peu plus en travers pour prendre plus de vitesse. Les 13, 14 et 15 mars, Super-Besse décernera donc 3 Coupes de France et autant de Coupes du Monde en descente, freestyle et border cross. A l'inverse de son petit frère le BMX, la discipline n'est pas encore olympique, mais en tant que 3e sport de glisse pratiqué par 10 000 personnes en France et 60 000 dans le monde, il pourrait rapidement y faire son apparition. L'important pour les pilotes auvergnats sera alors de faire plus que d'y participer. Allez, on reste sur les hauteurs pour refermer ce journal des sports avec des images du trail de Vulcain qui se déroulait ce matin dans la chaîne des Puys. Conditions climatiques pas vraiment favorables. Ils étaient tout de même 2133 coureurs au départ. Grand succès pour cette épreuve qui se dispute sur plusieurs distances dans la catégorie reine. Le 50 miles, 80 km. Victoire de Thomas Laure-Blanchet en 8h52. Très belle victoire donc du champion, du spécialiste du trail. Voilà, c'est la fin de ce journal des sports. Très très belle soirée à tous. Merci de votre fidélité et à demain. Une météo comme il faut sur France 3 avec votre conseiller comme il faut, Store et Fermeture. Comme il faut.